On fait le point aujourd'hui sur les allocations chômage. Mon invité est Maître Schifferling. Maître, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, dans quel cas peut-on bénéficier des allocations chômage ? Alors, dans tous les cas dans lesquels on a perdu son emploi involontairement. Ce qui signifie lorsqu'on a été licencié, alors quels que soient les motifs du licenciement, qu'il s'agisse d'une faute simple, d'une faute grave ou même d'une faute lourde, on a droit à ces allocations chômage. On a également droit à ces allocations lorsqu'on fait l'objet d'une rupture conventionnelle, donc d'une rupture de commun accord avec l'employeur. Par contre, on n'y a pas droit en matière de démission ou de prise d'acte de la rupture, à moins que le Conseil de prud'homme ne requalifie cette démission ou cette prise d'acte de la rupture en un licenciement abusif. Un licenciement abusif, ça signifie quoi concrètement ? Un licenciement abusif, c'est, de manière générale, c'est un licenciement qui n'est pas justifié. Dans le cadre de la requalification d'une démission ou d'une prise d'acte, c'est que le salarié vient expliquer au Conseil de prud'homme qu'il a démissionné ou qu'il a pris acte de la rupture pour des fautes qu'il reproche à son employeur. Donc il dit au Conseil de prud'homme, voilà, moi j'ai pas été payé de mes salaires, moi j'ai pas eu un certain nombre de choses, c'est la raison pour laquelle j'ai démissionné, mais j'estime que je ne suis pas à l'origine de cette démission, donc je vous demande de requalifier cette démission en licenciement et dans ce cas-là, il est indemnisé. Et il y a un autre cas de figure, la démission légitime qui, elle, est reconnue automatiquement par Pôle emploi. Oui, il faut distinguer la démission légitime reconnue automatiquement par Pôle emploi qui se fait dans des cas qui sont prévus par la loi, c'est-à-dire lorsque votre conjoint est muté, lorsque vous vous mariez ou que vous vous pacsez et que vous devez déménager dans le mois, ou lorsque vous avez démissionné, que vous avez retrouvé un emploi et que vous l'avez perdu dans les 91 jours, votre première démission est prise en compte aussi pour le calcul des droits. Ou lorsque vous avez perdu involontairement votre emploi, que vous avez cotisé pendant 3 ans et que vous avez démissionné dans les 91 jours suivant la perte de votre emploi, là, votre nouvelle démission est également indemnisée. Ça, ce sont les cas dans lesquels la démission est automatiquement considérée comme légitime par le Pôle emploi qui peut vous indemniser. À côté de cela, vous avez une possibilité de faire reconnaître le caractère légitime de votre démission si vous n'entrez pas dans ces cas qui sont prévus par la loi. Et il faudra saisir le Conseil de prud'homme en lui disant que votre démission ne résulte pas d'un consentement libre et éclairé. C'est-à-dire qu'on vous a forcé à démissionner, soit que vous avez commis une erreur, il faut prouver l'erreur, soit qu'on a été violent envers vous, soit qu'on vous a trompé, par exemple, on vous dit, mais écoute, tu démissionnes et moi je te réembauche demain à d'autres conditions, mais ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Donc là, si on arrive à établir qu'on n'a pas démissionné, que notre consentement n'était pas libre et éclairé, eh bien on peut obtenir la requalification par le Conseil de prud'homme de cette démission et ainsi ouvrir le droit au chômage, sachant que Pôle emploi ne peut pas procéder à cette requalification-là. Donc généralement, les personnes se présentent avec leur attestation Pôle emploi et le Pôle emploi leur dit « tant que ça n'est pas requalifié par le Conseil de prud'homme, je ne peux pas vous indemniser ». Et ça arrive régulièrement et quel délai au niveau des prud'hommes ? Oui, tout à fait, ça arrive régulièrement. Les démissions moins parce que il y a la procédure de prise d'acte de la rupture. Donc dans la prise d'acte de la rupture, le salarié n'indique pas je démissionne parce que je vous reproche telle et telle chose. Le salarié commence par indiquer ce qu'il reproche à l'employeur et à la fin, il indique je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. Donc ça ne prend pas le terme de démission n'est pas indiqué dans la prise d'acte. Il y a beaucoup de prises d'acte, mais il n'y a requalification en licenciement, que si la poursuite du contrat de travail est impossible. Donc il y a de plus en plus de contentieux. La prise d'acte, il y a eu beaucoup de jurisprudence qui est sortie récemment. Et donc la prise d'acte, c'est un risque. Et je conseille toujours à mes clients d'abord d'essayer de rechercher un emploi avant de faire une prise d'acte parce qu'ils ne seront pas indemnisés au titre du chômage tant que le Conseil de prud'homme n'aura pas statué, sachant quand même que sur ce point, depuis une loi récente, en matière de prise d'acte, vous avez une audience, immédiatement un bureau de jugement
devant le conseil de prud'homme, donc pas la phase de conciliation. Vous passez directement au bureau de jugement, normalement dans le mois qui suit votre saisine. Donc ils ont quand même accéléré les procédures pour qu'on ait des décisions plus rapides en matière de prise d'acte, pour que les salariés sachent le plus rapidement possible s'ils sont indemnisés ou pas. Et hormis tous ces cas, si le salarié démissionne, quels sont ses droits en termes d'allocation chômage? S'il démissionne, il n'a aucun droit en matière d'allocation chômage. Il y a d'autres conditions à remplir, autres que la perte involontaire d'emploi? Oui, alors ce sont des conditions administratives. Il faut avoir travaillé au moins 24 mois. Il faut résider en France. Il ne faut pas être en retraite, ce qui tombe un peu sous le sens. Il faut vraiment être à la recherche d'un emploi. Et il faut remplir un formulaire, enfin il faut remplir une demande d'inscription au Pôle emploi. Alors, je fais un petit aparté. Pour Pôle emploi, pour les auditeurs qui nous regardent, les téléspectateurs, est-ce qu'il y a des démarches, est-ce qu'il y a des papiers administratifs qu'il faut impérativement ramener à Pôle emploi pour s'inscrire? Oui. Lesquels? Alors, il faut en priorité l'attestation Pôle emploi. C'est une attestation qui est remise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, qui précise, elle fait 4 pages, elle précise la durée de l'emploi, la qualification, elle précise surtout le motif de rupture et elle précise les 12 derniers mois de salaire travaillés. Ce qui est important de savoir, je l'ai déjà dit lors de mes précédentes interventions, que l'attestation Pôle emploi, c'est le seul document qui est portable. C'est-à-dire que l'employeur doit l'envoyer en même temps que la rupture du contrat. Il ne peut pas forcer le salarié à venir le chercher. Tous les autres documents sont quérables, donc on va les chercher auprès de l'entreprise, mais l'attestation Pôle emploi doit être envoyée en même temps que la rupture du contrat. Donc ça, c'est le document essentiel pour qu'on puisse s'inscrire. Ensuite, il faut les 12 dernières fiches de paye, même si l'attestation Pôle emploi reprend les 12 derniers salaires. Le Pôle emploi veut quand même les fiches de paye. Il faut la carte d'identité, il faut la carte d'assuré social, il faut remplir un formulaire d'inscription. Il y a une procédure de préinscription maintenant que les personnes peuvent faire sur Internet, où elles peuvent appeler le 3949. Là, elles peuvent le faire par téléphone. Et il faut un RIB pour qu'elles puissent être payées. Combien le salarié va-t-il gagner en moyenne? Alors, ce sont des calculs savants dont seule l'administration a le secret. Globalement, les personnes perçoivent 57% de leur ancien salaire, sachant que c'est calculé sur le salaire brut perçu avant la rupture du contrat de travail. Il y a une exception, c'est en matière de licenciement pour motif économique. Quand les salariés acceptent le CSP, c'est un contrat de sécurisation professionnelle qui les force à suivre des formations, un certain nombre de choses sur une durée d'1 an. Là, ils ont 80% de leur salaire pendant l'année de formation, pendant l'année de sécurisation professionnelle, mais c'est uniquement en matière de licenciement pour motif économique. Et je suppose que s'il travaille à côté, par exemple, comme on voit en Allemagne, les 400 € Mitarbeiter, s'il y a un petit travail à côté de quelques heures, du coup, l'allocation chômage sera recalculée en fonction de cette entrée d'argent? Oui, alors elle est recalculée, elle n'est pas supprimée parce que depuis 2014, est entré dans la loi le principe des droits rechargeables pour que les chômeurs qui alternent des périodes d'activité et des périodes d'inactivité ne voient pas leurs droits systématiquement supprimés. Donc on prend en considération en dessous d'un certain nombre d'heures le travail qui est effectué et on ajuste les allocations, sachant qu'on est toujours indemnisé un maximum de 24 mois, mais que le principe est, plus on travaille, plus on recharge ses droits pour le moment où on ne travaillera plus. Mais toutes ces indemnités sont partielles. Par contre, si on ne remplit pas ses obligations, on n'a plus droit à rien. On est radié et là, c'est terminé. Et justement, on parle de radiation dans quel cas? Alors, lorsque l'ancien salarié ne remplit pas ses obligations, parce qu'il n'y a pas que le Pôle emploi qui a une obligation d'indemnisation, le salarié a aussi certaines obligations. Donc, il doit définir un projet d'accès à l'emploi. Il ne doit pas se présenter au Pôle emploi en disant que finalement, il n'a pas vraiment de projet, il ne veut pas vraiment rien faire, il veut juste avoir ses indemnités. Il doit informer le Pôle emploi de son changement de situation. Il doit répondre aux convocations du Pôle emploi.
Il doit rechercher activement un emploi, donc il ne peut pas se permettre de dire je suis inscrit au Pôle emploi, j'attends qu'on me propose quelque chose. Et quand on lui propose quelque chose, il doit accepter les offres raisonnables d'emploi. Et ça donne lieu à beaucoup de discussions parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ça, c'est pas raisonnable. Et le Pôle emploi leur dit que si, et que si c'est raisonnable, ils doivent l'accepter. Sinon, les allocations sont suspendues. Une dernière question. Qu'en est-il de la retraite pour les personnes qui touchent les allocations chômage? Alors, sauf exception, on acquiert des droits à retraite sur les périodes, mais uniquement sur les périodes indemnisées. Pas sur toute la période pendant laquelle on est inscrit au chômage, mais pendant la période pendant laquelle on est indemnisé. Merci maître. C'est moi qui vous remercie.